Les amis, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Merci Oriane pour ton accueil, merci au groupe Évoque, merci au Nolinski de nous accueillir. Et surtout, merci cher maître Roland Pérez pour ta venue, merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé jusqu'à ce matin, mais merci en tout cas d'être là parmi nous. Je voudrais, nous accueillons Maître Roland Pérez à l'occasion de la sortie de son deuxième livre autobiographique, Ma mère, Dieu et Lizzie. Son premier livre était sorti, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Mais avant de discuter sur le livre, j'aimerais réfléchir avec vous et avec toi, Roland, sur quelques réflexions philosophiques sur la justice. Réflexion philosophique sur la justice parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que plus que jamais, nous nous posons des questions sur la justice. Nous nous posons des questions et nous avons parfois tendance à douter de la justice. Alors peut-être, Roland, une toute première question très simple. Comment aujourd'hui ne plus douter ou ne pas douter de la justice ? D'abord, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous et de vous rencontrer à l'occasion de cette rencontre justement organisée par mon ami Monsieur Leclerc. Alors, je crois que le doute fait partie de la justice. Le doute fait partie de la justice. D'ailleurs, on le dit, on le répète, dans des affaires très sensibles, des affaires pénales. On dit que le doute profite à l'une des personnes et notamment à celui qui est mis en accusation. Ça veut dire que le doute habite les juges et c'est ce doute qui fait que la balance de la justice peut pencher vers l'un ou l'autre des deux côtés, des parties. Et ce doute habite les avocats, habite les magistrats, habite également ceux qui font la loi, les députés, les sénateurs, ceux qu'on a élus pour fabriquer les lois, ceux qui les rédigent. Ce doute, oui, parce que c'est ce doute qui fait avancer aussi la justice, qui fait avancer la loi. On n'est jamais sûr de ce qui est jugé. Et quand on embrasse la profession d'avocat, forcément, on embrasse cette profession avec l'envie d'avoir raison. Mais est-ce qu'on a toujours raison ? La contradiction, le fait qu'on soit deux parties, le fait qu'on écoute. Moi, il m'est arrivé quand j'étais jeune étudiant d'aller assister à des audiences. Et notamment, parfois, moi j'aimais bien le droit du travail parce que c'est des droits très vivants. Ce sont des magistrats qui ne sont pas des magistrats qui ont fait l'école de la magistrature. Ce sont des employeurs, des salariés, et c'est très intéressant. Et quand vous écoutez, par exemple, un procès en droit du travail, qui est vraiment un procès où au quotidien s'affronte un employeur, un salarié, avec des collègues, avec une vie, on passe quasiment plus de temps sur son travail, sur son lieu de travail, que chez soi, donc c'est une nouvelle famille qui se crée. Eh bien, il m'est arrivé, quand j'écoute le demandeur, de me dire « Ah oui, quand même, le malheureux, ah oui, ce qui lui est arrivé, ah oui, c'est vraiment... » J'étais étudiant et j'avais cette vision comme ça, cette monovision du demandeur, en me disant « Mais oui, il a forcément raison, c'est lui. » Et puis quand j'écoute l'avocat de l'employeur, je me dis « Ah ouais, quand même, hein, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ah oui, alors, quand même, là, oui, il a poussé le bouchon un peu loin. Ah oui, non, mais... » Et là, je me suis dit, c'est extrêmement compliqué de juger. Alors, il y a la loi, il y a le droit, il y a des textes, il y a des contrats, il y a des documents qui ont... Mais même malgré tout ça, il y a le droit, il y a l'équité, il y a des fois des choses qui sont juridiquement qui devraient faire pencher la balance vers l'un ou vers l'autre parce que le droit veut ça, a prévu ça, et pourtant l'équité, la moralité, votre cœur vous conduirait ailleurs. Et bien c'est tout ça, la justice, c'est tout ça, le droit, et c'est pour cela que le doute doit toujours nous habiter dans tout, et je pense que on peut croire en la justice, mais on peut croire aussi à cet impondérable qu'est le doute. Alors, on peut croire en la justice et peut-être est-ce plus facile peut-être de croire en l'injustice. En tout cas, nous vivons des injustices. Roland, est-ce que existe-t-il des lois injustes? Et de ce fait, peut-on désobéir à une loi que l'on jugerait injuste?
il faut désobéir à des lois injustes. Alors, elles peuvent être injustes pour vous, mais elle ne l'est pas pour le plus grand, pas pour le plus grand nombre. C'est la difficulté, c'est qu'on ne fait pas la loi pour une personne. On l'a fait pour le plus grand nombre. On l'a fait pour le bien du plus grand nombre. Et puis c'est très subjectif, l'appréciation de son comportement au regard de la loi. Il y a des choses qui nous paraissent très injustes. Aujourd'hui, les textes municipaux font que Paris est quasiment infréquentable en voiture. Tous les Parisiens qui sont en voiture trouvent ça très injuste. Ouais. Moi qui circule en vélo, je trouve ça plutôt que finalement pas mal. Tout ça pour vous dire que oui, la loi, elle est faite... Alors, pour le plus grand nombre, pour des biens publics comme l'écologie, comme il peut y avoir un tas de raisons qui fait qu'on est obligé de prendre ce type de loi, ce type de texte, et pourtant, à votre niveau personnel, à votre niveau, vous pouvez estimer que c'est extrêmement injuste. Alors vous avez le droit de la désobéir. Quand je dis vous avez le droit, vous prenez le risque effectivement de vous faire sanctionner, mais c'est un risque à assumer parfois. Quand on se gare mal, on prend des contraventions, on risque de voir sa voiture enlevée. C'est un risque qu'on assume les uns et les autres. Mais oui, il faut quand même qu'on soit actif. Il ne faut pas accepter la loi. On l'a vu dans les moments les plus terribles que l'Europe a connus et la France a connus. Ces lois vichistes qui ont obligé les Juifs à porter des étoiles jaunes et fait en sorte que ces Juifs soient sortis quasiment de leur humanité. C'était pourtant des lois. Et beaucoup, et les justes, les Français, les justes qu'on appelait les justes, qui ont sauvé, qui ont résisté et qui ont pris sous leur coupe ces gens qu'on désignait sous l'étoile jaune de Juifs, eh bien, ça a été un courage sans nom, mais ils ont défié la loi. Donc ça veut dire que oui, il faut savoir défier la loi. Il faut aussi que votre cœur, votre moralité, votre humanité puisse parler parfois dans des situations terribles. Il y a des États totalitaires où on doit défier la loi, et on le sait, on l'entend tous les jours. Donc après, dans une démocratie, c'est un peu plus difficile, parce que la loi est censée régir pour le bien du plus grand nombre, mais il peut arriver qu'on parle de l'euthanasie aujourd'hui, par exemple. J'écoutais Lynn Renaud qui disait qu'elle voulait choisir sa mort, et elle, aujourd'hui, c'est quelqu'un de médiatique, donc elle profite de l'oreille qu'elle a du président pour pouvoir l'exprimer. Beaucoup n'arrivent pas à l'exprimer, et beaucoup vivent aujourd'hui enfermés dans leur corps, dans des maladies de Charcot et autres, qui sont terribles, et qui demandent à ce que oui, ils veulent choisir leur mort, et la loi aujourd'hui est telle qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de contourner ces lois en partant ailleurs, en se faisant aider différemment, en demandant à des proches de le faire, au risque de les voir condamnés. Et lorsqu'ils arrivent, ces proches, devant la justice, eh bien, au regard de la loi et au regard de l'histoire de leur vie, l'histoire de leurs proches, eh bien, souvent on les relaxe. Donc ça veut dire que oui, on peut savoir, il faut savoir défier la loi, parce que la loi, comme je le disais tout à l'heure, on reprenait le doute, la loi peut se tromper. Mais en fait, il n'y a pas de loi sans droit. On parle souvent du droit du plus fort. Que signifie cette expression, le droit du plus fort? Y aurait-il finalement une hiérarchie entre les forts et les faibles? Et je reprends Thomas Hobbes dans le Léviathan qui parle des forts et des faibles. Maître Roland, y a-t-il un droit du plus fort? Dans notre système judiciaire européen, il peut y avoir un droit du plus fort. C'est le droit de celui qui a les moyens de pouvoir faire appel à la justice, a les moyens financiers. Un avocat coûte de l'argent, parce qu'un avocat, comme un médecin, comme un enseignant, comme toute profession, doit pouvoir être assumé financièrement. Donc évidemment, cela coûte de l'argent, et je l'ai vu, moi, dans tous les petits litiges de la vie quotidienne, parfois, un dépôt de garantie qui n'est pas restitué à un locataire, un litige de voisinage, un litige quotidien, on va hésiter par 2 fois avant d'entamer une action quand toute négociation n'est plus possible, quand toute démarche amiable n'est plus possible. Et à partir de là,
on s'aperçoit que le plus fort va avoir les moyens de se payer un avocat et va pouvoir rester en justice parce qu'on se dit qu'il y a les frais. Alors on peut le faire aussi soi-même, on n'a pas forcément la connaissance, on a besoin d'être conseillé, d'être accompagné. Oui, la justice, on le voit, parfois elle sert les plus forts, elle sert ceux qui ont les moyens d'être le mieux accompagné possible avec les meilleurs avocats, les meilleurs spécialistes, le meilleur accès au droit et à la justice. Tout le monde, on dit que tout le monde peut saisir le tribunal, c'est vrai, mais quand vous arrivez seul, vous aviez avant les tribunaux d'instance, aujourd'hui c'est des tribunaux de proximité au tribunal judiciaire, vous voyez une foule, moi quand j'ai commencé ce métier, je voyais une foule de gens qui venaient se défendre seuls, et je voyais le magistrat qui haussait les yeux au ciel en se disant ça va durer 20 heures, donnez-moi votre dossier, donnez-moi vos pièces, qui en regardera. Et puis l'autre, l'avocat qui arrive et qui tout d'un coup représente le propriétaire, représente l'établissement financier, représente, là ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux exprimé, le dossier est prêt. Alors évidemment les magistrats ont tendance parfois à regarder le dossier qui est propre, bien fait, et que le dossier qui est mal... Donc oui, il y a une justice à deux vitesses, il faut le reconnaître. Mais alors finalement, s'il y a une justice à deux vitesses, la justice, cette belle institution qui est là pour... je dirais, rendre les citoyens égaux, ne crée-t-elle pas des inégalités et de ce fait de l'injustice? Les inégalités, on les a tous les jours, quel que soit le milieu dans lequel on est, quel que soit le milieu professionnel, le milieu familial. Il y a des fratries où il y a beaucoup d'inégalités dans les fratries, et on le sait, les successions en parlent beaucoup, et les dossiers de succession révèlent ces inimitiés dans les familles. Donc les inégalités, oui, elles nous accompagnent dans la vie, c'est parfois une force d'avoir cette inégalité. On n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est évident. On doit préparer nos enfants à l'adaptation, on doit s'adapter à l'imperfection du monde, on doit s'adapter à l'inégalité, on doit les combattre, et notre système démocratique veut combattre les inégalités, et ils le font. Il y a un accès, par exemple, pour revenir au droit, il y a un accès au droit à tous, il y a des maisons des droits, il y a des avocats gratuits, il y a des consultations gratuites, il y a des sites internet aujourd'hui qui répondent à vos questions. Vous avez ChatGPT qui vous posez une question aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui vous répond, bien ou mal, qui le sait, mais en tout cas ça existe. Donc il y a un vrai accès du droit. Donc ça comble, on peut dire que ça comble les inégalités, mais pour pouvoir y accéder, il faut aussi comprendre, il y a aussi cette éducation, cette compréhension, et c'est là tout le travail que l'on fait. Moi, c'est ce que je fais dans les médias depuis quasiment 30 ans aujourd'hui. Je voulais être comédien, je suis devenu avocat. Je me suis dit que j'allais peut-être exercer mon métier de comédien différemment, en m'exprimant auprès des médias et en vulgarisant le droit. C'est ce que je fais dans des chroniques pendant très longtemps, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui à Europe 1, c'est ce que j'ai fait à France Télévisions, aujourd'hui je suis sur CNews, C8. Voilà, j'essaye de vulgariser le droit pour le rendre accessible, mais évidemment que les inégalités perdureront, et seule l'adaptation à notre monde, c'est la vraie clé de l'intelligence dans la vie, c'est adapter. Moi, j'ai dit à mes enfants qu'ils fassent ou non des études. Le plus important, c'est que vous vous adaptiez, qu'il faut que vous vous donnez les clés de l'adaptation à l'autre, l'adaptation au milieu professionnel dans lequel vous êtes. Vous êtes charcutier, bien, vous devez vous adapter au monde de la charcuterie, voir qui est quoi, qui fait quoi. Vous devez vous adapter à tous les mondes, quel que soit le monde agricole. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Eh bien, c'est l'adaptation. Si on arrive à s'adapter dans quelques milieux que l'on rencontre, qu'on traverse, dans lequel on s'insère, un tant soit peu, c'est la vraie clé de l'intelligence et de la vérité, je pense. Mais les citoyens que nous sommes, parfois, pour se faire entendre, on recourt donc à des manifestations, et parfois des manifestations violentes. Maître Roland, existe-t-il une violence légitime ? Quand je pense aux événements du 7 octobre, je me dis qu'il y a une violence légitime. Quand je pense, quand je sais mon cœur saigne, mes appartenances judaïques fait que Israël existe enfin, et que 50, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, on est venu tuer de la façon la plus barbare, la plus ignoble des familles, des enfants,
Et aujourd'hui, on reproche à Israël de se défendre. Et pourtant, je pense qu'il existe une violence légitime. Donc là, je vous dirais, dans des faits de guerre, oui. Après, dans des manifestations, je pense que c'est très important, bien sûr, que le droit à manifester, c'est un droit essentiel. Le droit de se regrouper, le droit de contester, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, primordiale. Donc, après, la violence, oui, la violence, je pense que, voilà, on pense aux gilets jaunes, on pense à tout ça, on se dit que ça dégénère. Alors, est-ce qu'ils viennent... Parfois, je ne pense pas que ceux qui défendent une vraie cause viennent pour en découdre violemment. Je pense que beaucoup profitent de ces manifestations légitimes, de ce droit à l'expression, de ce droit à la revendication. Je pense que beaucoup en profitent pour des raisons politiques, pour des raisons voilà, parfois de voyeurie, tout simplement, profitent de ces situations pour rendre violent l'expression d'une idée, d'une volonté, voilà, d'une revendication. Je pense qu'ils viennent, ils en profitent, mais je ne pense pas que les vrais, ceux qui arguent vraiment d'une revendication soient violents. Alors peut-être une dernière question avant de passer à ta superbe autobiographie. Maître Roland, tu es spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Toute ta carrière, tu défends la propriété. Une question toute simple. À quel moment je peux dire que quelque chose m'appartient ? C'est une très bonne question parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on était locataire de tout sur Terre, même quand on est propriétaire de son bien immobilier. Je pense qu'on est locataire. La location, on est là que de passage. On est vraiment que de passage et je pense que la propriété ne devrait pas exister. Elle existe, mais elle ne devrait pas exister. Elle rassure, cette propriété. Elle peut enrichir, elle peut générer des revenus matériels, financiers. Mais en réalité, rien ne nous appartient parce que ce qui appartient, on repart avec. Or, on sait bien, on repart strictement avec rien. Alors, on peut le transmettre, mais quand on le transmet, parfois, c'est source de tellement de conflits, tellement d'histoires, qu'on peut se poser la question de savoir si c'est bien aussi de transmettre. Donc, pour moi, franchement, la propriété intellectuelle, je la défends, c'est vrai. Parce que la propriété intellectuelle, c'est quelque chose de magique quand même, parce qu'on demande... les idées sont le libre parcours, mais quand ces idées prennent forme, quand ces idées enfin arrivent à se matérialiser par un dessin, une œuvre littéraire, une œuvre poétique, une œuvre cinématographique, un propos qui est écrit... quand ça arrive, quand un dessin d'un modèle de vêtements, de chaussures, enfin l'industrie de l'habillement, tout cela, l'industrie des arts, tout cela se matérialise enfin, et il est important que non pas la propriété, c'est pas la propriété qu'on invoque, c'est le droit moral, c'est-à-dire la protection et la revendication que vous êtes l'auteur de cette œuvre. Et c'est cela en quoi le droit, la propriété littéraire et artistique et industrielle, aujourd'hui avec les brevets aussi, est passionnant. J'aurais aimé encore te poser plusieurs autres questions, mais je pense qu'après, avec les questions de vous, chers amis, nous allons pouvoir approfondir quelques notions. Je passe à la deuxième partie de cette petite interview. Roland, tu viens de publier le deuxième tome de ton autobiographie, Ma mère Dieu et Lydie. En lisant ce magnifique roman, je voudrais m'arrêter sur deux thèmes. Le premier, c'est l'amour, et le second, c'est la connaissance de soi. Et pour commencer pour l'amour, je voudrais citer Oscar Wilde, qui à mon sens résume très bien qui tu es et finalement tout ce que tu as vécu. Je le cite, « Seul l'amour peut garder quelqu'un de vivant ». Et je crois, Roland, ton épouse, elle est vivante parce que tu l'as aimée, tu l'aimes et tu l'aimeras toujours. Quelle définition, peut-être très large, peut-être une question vraiment très très large, mais quelle définition
donnes-tu de ce beau et plus beau, magnifique verbe qui est aimer? C'est une très très vaste question puisqu'elle me renvoie effectivement à ma propre histoire. En fait, quand les gens partent très tôt dans la vie de quelqu'un, ça peut être une maman, ça peut être donc un proche, un parent, un frère, un ami, votre femme. Quand ils partent très tôt, ma femme avait 43 ans quand elle est partie, on a 3 enfants ensemble. Quand on part très tôt, on a tendance, c'est vrai, à idéaliser la personne qui est partie. Quand vous divorcez, vous faites votre deuil de cette séparation, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, mais le deuil de quelqu'un qui est parti jeune, de façon toujours injuste, c'est toujours très injuste quand on part jeune et qu'on a une vie devant soi et qu'on a construit quelque chose, c'est toujours très injuste. Et donc, évidemment, j'ai idéalisé probablement l'amour que j'avais vécu avec mon épouse, les conditions très romanesques dans lesquelles on s'est connus. Et donc j'ai l'impression que c'est mon seul et grand amour. Peut-être que si on avait continué ensemble, peut-être qu'on se serait séparés, peut-être que la vie nous aurait séparés, et que peut-être j'aurais rencontré effectivement quelqu'un d'autre avec qui j'aurais pensé que finalement cette seconde partie de ma vie, c'était cet amour-là. Mais comme elle est partie trop tôt, je la fantasme, peut-être que je fantasme l'idéal de cet amour que j'ai eu, que j'ai vécu. Et je n'ai retenu que les merveilleuses choses. Alors évidemment mes 3 enfants, mais pas que ça. Et ce roman n'est pas juste l'histoire d'un amour perdu. C'était l'histoire c'était la suite au départ du premier roman où ma femme faisait déjà partie de l'histoire autobiographique. Mais rien n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que j'ai vécu une enfance insensée dans un premier livre que j'ai raconté. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, vraiment une histoire insensée où le petit garçon que j'étais ne pouvait pas marcher. Je suis né avec un pied beau. Le pied beau, je suis né en 63, le pied beau était pas très connu. Il n'est pas mieux aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de témoignages. On me dit que beaucoup de pieds beaux aujourd'hui ont encore du mal à trouver le bon traitement. En tout cas, moi, quand je suis né, le traitement, il n'en avait pas. Et on a indiqué donc à la naissance, à la maternité, à ma maman, que je ne marcherai jamais. C'est mal connaître les mères juives, qui ne vivent pas dans la réalité. Et cette mère juive, quand on lui a dit « votre fils a un pied beau », elle s'est tournée vers son mari, mon père, et elle lui a dit « je ne comprends pas, et l'autre, il n'est pas beau ?» Et à partir de là, commence cette histoire dingue, où après avoir rencontré moult médecins, les médecins vont tous lui dire qu'il faut m'appareiller, il faut porter des chaussures très spéciales, il faut que je ne pourrais marcher qu'en boitant, avec une déformation totale de mon corps. Et donc ma mère repartait en n'écoutant toujours pas ses médecins et en refusant de m'appareiller. Les années ont passé. Je crapahutais dans un HLM bigarré du 13e arrondissement avec mes 5 frères et sœurs. J'étais le 6e. Et je marchais je me déplaçais à 4 pattes. Et puis l'assistante sociale est venue se mêler de tout ça. À l'époque, pour toucher les allocations familiales dans les familles précaires, il fallait vérifier, contrôler comment les familles élevaient ces enfants. Et donc, voyant que je n'allais pas à l'école, l'assistante sociale se venait de plus en plus pressante en disant « on va enlever votre enfant, on va le mettre dans une famille d'accueil ». Autant dire que pour ma mère, c'était impossible à entendre. Elle essayait de gaver l'assistante sociale de gâteaux au miel pour essayer de gagner du temps. Et puis elle s'est tournée vers Dieu, d'où le titre, ma mère Dieu. Elle s'est tournée vers Dieu, elle était fille de rabbin, et elle dit que Dieu seul pouvait l'aider. Elle a commencé à transformer notre maison en sanctuaire de prière, avec des bougies partout, au risque de mettre le feu chez nous. Et un beau jour, une carte postale va atterrir sur notre paillasson, et sur cette carte postale, le nom de ce qu'on croit être un médecin. En tout cas, ça vient du Maroc. C'est un oncle qui vit encore au Maroc. Mes parents étaient originaires du Maroc. Et mon oncle écrit que petite fille a eu exactement le même cas que moi, a été traitée en France, et on lui donne le nom de ce qu'on croit être un médecin. Donc ma mère est déjà en train de faire Singing in the Rain. Elle pense que le miracle s'est produit. Elle annonce à tout le monde que son fils va marcher. J'ai 5 ans et demi. Et lorsqu'on se produit, lorsqu'on vient chez celui qu'on croit être un médecin, dans un immeuble du 17e arrondissement, au 5e étage, sans ascenseur, ma mère me portait. J'étais déjà
Vous voyez, je mesure 1m87, j'étais déjà un enfant assez lourd. Lorsqu'on arrive au 5e étage de cet appartement, celle qui nous ouvre, une dame très austère, très surprise de voir ma mère. Ma mère lui dit qu'elle veut voir docteur Vergepoche, c'est celui qui était indiqué sur la carte postale. Et là, on découvre qu'il n'y a pas de docteur Vergepoche, que c'est monsieur Vergepoche, et que ce monsieur est mort 6 mois auparavant. Donc là, c'est évidemment l'anéantissement total de l'espoir d'une mère qui se dit que c'est fini, que cette personne était sa dernière chance. C'était sans compter, encore avec une autre chance, c'est que la femme du rebouteux était celle qui avait assisté, puisque c'était un rebouteux, avait assisté son mari pendant 30 ans. Et donc elle a décidé d'appliquer le traitement que l'on faisait aux enfants qu'on lui emmenait, mais qui venaient quasiment très jeunes. Moi, j'arrivais à 5 ans et demi. Elle a décidé de tenter le traitement de la dernière chance sur moi, un traitement très lourd fait d'attelles, de corsets, avec c'était très compliqué. Les voisines de l'immeuble s'y sont tous mises avec ma maman, parce que ma mère était le chef de tribu de toutes les voisines du 13e arrondissement, avenue la Porte de Choisy, et toutes ces femmes s'y sont mises pour essayer de comprendre comment aller passer les ételles, comment mettre ce corset, et puis on n'y arrivait pas. Et il a fallu trouver un dérivatif. Et ce dérivatif, aussi fou, loufoque qu'on puisse l'imaginer, c'est Madame Vergepoche qui l'a trouvé. Sylvie Vartan était de toutes les télévisions à l'époque, on est dans les années 70, elle est de toutes les télévisions, on ne peut pas allumer une télévision sans tomber sur Sylvie Vartan. Et là, Madame Vergepoche dit « Sylvie Vartan fait partie du traitement, madame ». Et là, ma mère dit « Comment ?» Elle lui dit « Il va falloir que vous accapariez l'attention de votre enfant sur Sylvie Vartan. La télévision, les magazines, tout ce qui sort, les disques, tout ce qui sort sur Sylvie Vartan, il faut l'accaparer, il faut qu'il ait une fixation. » Et donc, le traitement a marché. J'ai appris à lire et à écrire aux grandes dames de l'assistante sociale avec les chansons de Sylvie Vartan. On connaissait la méthode syllabique, on ne connaissait pas la méthode Vartan. Et j'ai 7 ans, j'ai pu tenir debout. Et pour vous la faire très courte, parce que dans le livre, il se passe beaucoup de choses, 30 ans plus tard, non, 25 ans plus tard, oui, 30 ans plus tard peut-être, oui, Sylvie Vartan va venir frapper à ma porte. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, enfin je connais ce que je sais de tout ce qu'elle a, de toute sa carrière, et par le plus grand des hasards, elle va me demander de devenir son avocat. Je vais donc devenir l'avocat de cette chanteuse, sans lui révéler un traître mot de cette histoire folle. J'avais l'impression que c'était liaison fatale si je lui disais que j'avais appris à lire et à écrire et que j'allais faire bouillir son chien dans sa bouilloire. Donc je me suis dit, il ne faut surtout pas que je lui dise ça. Donc je ne lui dis pas. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je ne le disais pas, parce que Sylvie est devenue très familière, elle venait à des fêtes de famille. Donc ma mère l'approchait, et quand elle l'approchait, je lui disais, maman, tu lui dis un mot, tu sors de cette pièce. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à cette femme? On lui a fait que du bien. Je ne comprends pas pourquoi je ne dois pas lui dire. Je lui dis, maman, elle ne va pas comprendre, c'est pas entendable. S'il te plaît, ne lui dis pas. Et donc, elle a passé son temps à ne jamais lui dire. Et puis elle est partie en 2017, ma mère. Et je me suis dit, je ne lui ai pas dit merci. On vit avec nos parents, on ne dit jamais merci à nos parents. On trouve que c'est normal d'être élevé par nos proches, par nos parents. Et puis finalement, je me suis dit, il n'est pas trop tard. Donc, quelqu'un a révélé à Sylvie Vartan cette histoire, et j'ai décidé donc de l'écrire. Et ce livre a été un succès phénoménal. Et les médias s'en sont très vite emparés. Le titre est très drôle, très attractif. Donc, le titre, les gens voulaient savoir pourquoi Dieu et Sylvie Vartan. Et puis, très vite, le livre est devenu un film. Et le film a été tourné il y a quelques mois. Le film est terminé. Il est en cours de montage au Canada. Et c'est Léla Becti qui va jouer le rôle inouï de ma maman. C'est Jonathan Cohen qui va jouer mon rôle. Et c'est Joséphine Japy qui va jouer ma femme. Et donc, pour revenir, donc j'ai fait cet aparté un peu long, pardon. T'inquiète. Mais voilà. Et ce livre, tout le monde m'a dit, on ne veut pas quitter cette famille. Mon éditeur m'a dit, les lecteurs veulent rester dans ta famille. Fais-nous la suite, parce que ta suite est tout aussi incroyable. Ta rencontre avec ta femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était mariée, tu étais fiancée, ta mère jouait un rôle encore incroyable dans votre relation, l'avenue de tes 3 enfants,
tout d'un coup, le coup du sort avec la maladie de ta femme, un mélanome qui s'invite dans votre vie, comment ta femme décide de mettre à distance cette maladie, comment vous vivez ces dernières années. Et c'est un livre qui est tout sauf triste, même si effectivement il traite de la disparition de ma femme et de cette résilience qu'on a eue avec nos enfants. Et c'est drôle que je fasse ça aujourd'hui avec toi, parce qu'aujourd'hui, j'avais jamais entendu parler avec mes filles, j'ai 3 enfants, j'avais jamais entendu parler mes filles de ce qu'elles avaient vécu à l'époque. On parle toujours de leur mère, en fait, elles se sont jamais confiées sur comment elles avaient vécu finalement le départ de leur mère et comment j'avais substitué le rôle de mère et de père, un peu Madame Doubtfire à la maison, comment j'avais substitué ce rôle, je les avais jamais entendus. Et puis à propos de ce deuxième livre, comme le livre est en passe aussi d'être adapté, ce deuxième livre, qui a beaucoup de succès aussi, Gala est venue chez moi, la rédactrice en chef est venue pour faire 2 pages sur ce livre et sur cette histoire et donc elle a interviewé mes 2 filles. Mon fils ne voulait pas, mais mes 2 filles ont accepté. Et donc c'était comme une thérapie familiale aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai écouté, abasourdi sur la façon dont mes filles avaient vécu avec cette résilience dingue de la disparition de leur mère. Elles avaient 13 et 11 ans. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de les écouter et de me dire qu'on a raison parfois de partager nos histoires, même si j'ai reçu beaucoup de messages, à la fois pour le premier livre et pour le deuxième, sur évidemment les malheurs des uns, des autres, comment nos histoires accompagnent, comment nos exemples, nos résiliences, comment on fait pour pouvoir survivre. Dans la religion juive, on vous dit que Dieu vous envoie les épreuves, mais vous envoie aussi la force pour les supporter, c'est dans le Talmud. Et parfois, je me suis dit, oui, c'est vrai, on ne se pose pas de questions, parfois la force nous vient. Il y a des gens qui, pour un rien, sont dépressifs à souhait, et on ne les juge pas, on ne les blâme pas, parce que c'est difficile, c'est terrible. Et puis il y en a qui ont toujours la joie chevillée au corps, et moi je dois dire que chaque jour, quelles que soient les difficultés qu'on a pu rencontrer, on n'a le monopole ni du bonheur ni du malheur, mais chaque fois que quelque chose m'est arrivé, je me dis que évidemment ça arrive comme ça arrive à tout le monde, de se faire renverser en vélo, hélas, de perdre son téléphone, il y a des choses, il y a des degrés dans tous les malheurs que l'on peut avoir. Et j'ai toujours relativisé en me disant, voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais il faut passer déjà à autre chose, et il faut continuer. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais heureux d'entendre mes filles me dire qu'elles avaient, que finalement, oui, que cette joie de vivre que j'avais les avait portées et accompagnées, et qui font qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci pour cet émouvant témoignage. Les amis, je vous invite vraiment à lire les 2 tomes. C'est magnifique, très émouvant. Moi, j'ai pleuré. Je ne cache pas que j'ai pleuré. J'étais très ému. Et Roland, tu as répondu finalement à la question que la seconde question sur la connaissance de soi, mais ça tombe très bien parce que nous allons passer la parole à vous, chers amis. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions parce que nous sommes avec Roland d'une authenticité magnifique. Merci, vraiment, Roland, merci beaucoup. Alors, on va faire passer le... C'est toujours difficile de prendre la parole le premier, hein. Mais il faut se lancer. Est-ce que vous avez des regrets pour votre carrière de comédien ? Alors, j'ai toujours tendance à dire qu'on n'a pas assez d'une vie dans une vie. Et j'ai eu la chance déjà, franchement, de faire incroyablement plein de choses. C'est-à-dire que j'ai, dans la première histoire, ma mère qui ne doutait de rien m'avait inscrit à l'école des enfants du spectacle. Et cette école, qui était une école gratuite, qui existe toujours, était dédiée notamment aux enfants qui étaient artistes, qui jouaient dans des films, qui faisaient de la danse, qui chantaient. Et j'ai passé 10 ans de ma vie dans cette école. Donc j'ai déjà rempli, j'ai joué dans des films. J'étais dans un des premiers films de Richard Bohringer où je jouais son petit frère qui avait eu le prix à Venise, qui s'appelait L'Italien des Roses. J'ai joué au théâtre avec Claude Rich et Théâtre de Paris, la Comédie Française, dans Attali. Donc j'ai déjà eu une chance, pendant 10 ans de ma vie, j'ai été rempli déjà de cela.
Et après, j'aurais pu peut-être continuer. Je ne sais pas si j'en avais vraiment le talent. Quand on est enfant, on a beaucoup de talent, mais quand on mûrit, quand on devient adulte, on n'a pas forcément le talent. Moi, j'avais vu avec mes yeux d'enfant tous ces gens. À l'époque, c'était à la SFP qui venaient avec il y avait pas, on n'envoyait pas les books photos comme on le fait de façon numérique. Ils venaient avec leur book photo. Il n'y avait pas d'agent aujourd'hui, un agent pour tout. Là, il n'y avait pas d'agent. Et tous ces gens attendaient des heures pour être... Et moi en tant qu'enfant, j'avais été pris tout de suite. Il y avait peu d'enfants qui jouaient. Et je les regardais avec mes yeux déjà très graves d'enfant parce que je savais ce que j'avais vécu quand j'étais petit. Et je regardais cette insécurité. Je regardais cette... je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est un métier tellement pas sécure. Ça paraissait tellement difficile que je me suis dit, ah non, j'ai pas vécu tout ça pour me mettre, en plus d'être en doute dans ma vie. Donc j'ai pas pris le risque de continuer. Donc non, j'ai pas regretté, mais vous verrez que dans mon deuxième livre, ce que je raconte, c'est que la vie vous réserve des surprises absolument incroyables. J'ai voulu, à un moment donné, sur les conseils d'une amie, enfin d'une personne que j'avais rencontrée à Europe 1, reprendre des cours de comédie. Et le jour où j'ai voulu m'inscrire à ce cours de comédie dans le 18e arrondissement, rue du Ruisseau, je me suis trompé de porte. Et lorsque je suis rentré, c'était un casting qu'ils étaient en train de faire pour une pièce de théâtre. Je n'avais pas compris, on m'a demandé de monter sur scène, je pensais que c'était de l'improvisation. Et pour vous la faire très courte, un mois plus tard, j'étais pendant 3 mois au théâtre, où je jouais le rôle d'un animateur télé. Donc, j'étais en burn-out, autant vous dire, entre mon métier d'avocat le soir au théâtre et à la radio aussi, j'étais en burn-out. Mais je peux vous dire que je me dis, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc oui, la vie, lorsque vous avez les yeux ouverts et qu'il y a un peu de chance, il faut le dire, moi je ne boude pas la chance que j'ai eue, je remercie tous les jours, je suis très croyant, donc évidemment moi je remercie Dieu tous les jours, je lui parle en vélo quand j'arrive quelque part, je dis merci Dieu parce que je suis arrivé vivant, j'ai conscience que c'est pas évident d'arriver vivant quelque part, donc moi j'ai aucun complexe, je remercie Dieu et je lui parle. Et donc là, bah oui, pour en venir à votre question, je me dis que la vie est encore longue. Voilà, je ne devais pas écrire, je suis devenu, je ne sais pas si on appelle ça écrivain, mais bon, j'ai en tout cas écrit commis de livres qui plutôt marchent bien et je suis sur un 3e déjà. Donc, tout est possible. Est-ce que Dieu est présent dans le cœur de vos enfants ? Ah oui. Oui. Moi, j'ai été élevé avec Dieu et ses saints. Il y avait toute une équipe de saints qui étaient autour de moi. J'avais honte quand j'ai eu 14-15 ans et que des filles venaient chez moi quand mes parents travaillaient, parce que j'avais sur mon lit collé, je ne pouvais pas l'enlever parce que c'était visible, j'avais des saints avec des longues barbes comme ça et des livres de prière et des Torahs qui étaient collés. Tout le monde se demandait, mais c'est qui? C'est ton grand-père? À la fin, je mentais, je dis oui, c'est mon grand-père. Il me dit, il a une drôle de tête. Je dis oui, c'est vrai, il a un peu une drôle de tête. Donc oui, Dieu m'habite forcément. Et puis j'ai vu le miracle, franchement, je vois les miracles tous les jours, je remercie Dieu tous les jours. Et mes enfants, pour répondre à votre question, sont... oui, j'ai une fille d'abord très pratiquante, ça l'a beaucoup aidée, ma fille aînée. Quand sa mère est partie, elle s'est tournée elle aussi vers Dieu et ça l'a portée, ça l'a structurée. Quand elle a commencé ses études de médecine, au départ, je connaissais les difficultés de la première année de médecine et je voyais qu'un jour sur 3, elle n'allait pas en cours. Parce qu'un jour sur 3, il y a une fête juive. Qu'est-ce que je vous dis? Une coupe de cheveux et on fait une fête juive. Donc, et je lui disais, mais enfin chérie, tu vas pas aller à la fac? Non, papa, c'est un jour béni, je ne peux pas. C'est un jour béni. Mais tu te rends pas compte qu'il y a quand même 5000 élèves qui attendent de passer la première année, ils vont en prendre 300. Donc tu as compris que là, tu es en train de... Papa, ne t'inquiète pas. Et elle a fait ça pendant toute sa première année. Et je me suis dit, mais bon, c'est bon, autant de voir si elle va déjà s'inscrire en Espagne pour faire dentaire. Je ne savais pas... Et puis à la fin, je remercie Dieu, elle est sortie 150e. Et elle avait été effectivement un jour sur 3, mais elle a prié, elle a travaillé évidemment, mais elle a prié aussi et elle était sûre d'elle. Et ça donne... pour les gens qui ne sont pas croyants, moi j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas croyants, et les gens, parfois quand ils ne sont pas bien, ils me disent « mais toi tu as de la chance parce que tu crois ». Et c'est vrai que c'est une chance. C'est comme quand on joue au loto, on se dit que pendant toute la semaine, on va être l'heureux titulaire des 130 millions du loto. On y croit pendant toute la semaine, on a déjà dépensé tout l'argent qu'on n'a pas gagné. Ben c'est ça un peu la croyance, c'est-à-dire que, alors là on sait qu'on n'est pas le gagnant, mais on se dit qu'on sera peut-être la semaine d'après.
Ben, c'est un peu ça, cette loterie. Dieu est là. Et c'est vrai que c'est très pratique. Et pour mes enfants, ça les a portés, leur mère n'étant plus là, ça les a beaucoup portés. Et peut-être que l'épreuve de la perte de votre épouse a conforté votre foi, a renforcé votre foi. Elle vous a aidé et en même temps, elle vous a porté aussi. Bah, au départ, on se dit, quand on est victime d'un tel malheur, on peut douter. On se dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma femme? Pourquoi elle est partie? Tout le monde disait, c'est un ange. On peut se douter, on peut dire, mais pourquoi Dieu mais quand on est croyant, on ne doit pas contester si on est croyant, on se dit que ce qui a été décidé par Dieu, on ne doit pas... Mais vous voyez bien que dans les Juifs, vous avez des Juifs ashkénazes et des Juifs séfarades. Les Juifs séfarades sont toujours très heureux à partager les fêtes. Et les Juifs ashkénazes, on les sent toujours un peu plus réservés, ceux d'Europe de l'Est, un peu plus stressés, un peu plus angoissés. On en rigole beaucoup dans les communautés entre les ashkénazes et séfarades. Mais les ashkénazes, on peut se poser la question, quand ils ont tous leurs aïeux qui sont partis dans des conditions atroces, évidemment, ils se disent, où était Dieu ? Où était Dieu? Et puis certains vont venir vous dire, on ne doit pas contester les décisions de Dieu, mais quand on était jeune, quand je posais cette question, en disant, mais pourquoi 6 millions? C'est pas possible, mais où était Dieu? C'est vrai, où était Dieu? Puis d'autres vous disent, il y a des gens, des religieux, qui vous disent, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais Israël existe aujourd'hui, n'existait pas avant. Et Israël est venu aussi de ce sacrifice, peut-être c'est difficile à entendre, mais de se dire qu'Israël a vu le jour après ces pogroms, après ces éradications terribles, vraiment qui sont inentendables. Et encore aujourd'hui, on a du mal à imaginer ces chambres à gaz et cette extermination des Allemands. Et pourtant, on se dit aujourd'hui, Israël existe, Israël n'existait pas à l'époque. Est-ce que c'est le prix à payer? Je ne sais pas. J'essaye de ne pas rentrer dans ces questions, je me les pose évidemment, mais je crois avec une confiance absolue, effectivement, en Dieu. Et c'est vrai que ça, pour répondre à votre question, ça nous a énormément... J'ai accepté le départ de ma femme, même s'il était extrêmement, évidemment, difficile, inentendable au départ. Je l'ai accepté. D'abord, je l'ai accepté pour mes enfants, parce qu'on n'a pas le choix. Quand vous êtes devant un mur, vous devez le contourner. Donc, il faut le contourner et trouver une porte de sortie. Donc, on a trouvé, j'ai dit à mes enfants, on était 5, on va être 4. On nous a amputé chacun d'un bras, d'une jambe. Mais il y en a qui gagnent des marathons avec une seule jambe. Ben, nous aussi, on va gagner le marathon, vous allez le voir, avec une seule jambe. On va réussir à courir aussi vite, voire plus vite. Et je pense qu'on y est parvenu, ouais. En tout cas, cette force, elle vous habite et elle est invisible, mais on la sent. Et... Oui, franchement, oui. Franchement, oui, parce que j'ai un regard extrêmement bienveillant sur l'humanité. Je sais que quand on s'énerve et que quand on entend, par exemple, aujourd'hui, je parlais évidemment du conflit du Proche-Orient et des faits du Hamas. Et quand j'entends des gens défendre encore le Hamas, parler de résistance, alors qu'on est face à des terroristes, ben, j'en veux pas aux gens. Je me dis, Dieu va s'en occuper. Moi, je leur en veux pas, je les écoute. Évidemment, je suis pas d'accord. Je peux exprimer ma conviction profonde, et je la fais de mon point de vue. Vous savez, j'ai beaucoup de tolérance, c'est Léla Bekti qui joue le rôle d'une mère juive. Et elle le jouait pendant les événements du 7 octobre. Et donc on s'est beaucoup vus. Et un jour, je suis arrivé sur le plateau et je l'ai vue totalement défaite. Et je lui ai dit, t'as pas l'air d'aller, ça n'a pas l'air bien. Et elle me dit, je ne pensais pas qu'elle allait me parler de ça. Mais elle me dit, avec ce qui vient de se passer, comment tu veux que je sois bien? Elle dit, ce qui vient de se passer là-bas en Israël, c'est... Et elle me dit, j'ai honte, je suis musulmane, j'ai honte. Bah, je lui dis, tu ne dois pas porter, toi, le fardeau de terroriste. Les musulmans n'ont pas à porter c'est comme nous, les Français, enfin, les citoyens, on porte pas le fardeau des délinquants. Voilà, on essaie de faire en sorte de régler les problèmes.
Et elle me dit non. Alors au départ, on a cette discussion. Et puis après, ça évolue. Elle me parle quand même des Palestiniens. Et puis après, elle me dit, oui, mais quand même, les Palestiniens vivent dans des conditions. Je lui dis, mais tu as raison, on peut tout entendre. On peut tout entendre. Mais tu n'as jamais été là-bas. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe en Israël. Tu ne sais pas comment les Palestiniens vivent en Israël et comment ils vivent à Gaza. Donc elle me dit oui, c'est vrai. Et on a beaucoup, beaucoup discuté. Et les choses qu'elle me disait sur lesquelles j'étais pas d'accord, franchement pas d'accord, des choses que je pouvais lui dire qu'elle ne pouvait pas entendre parce que son cœur de musulmane, évidemment, était solidaire de... Mais jamais, enfin, il n'y a jamais eu c'est quelqu'un que j'aime infiniment, que je respecte infiniment. C'est une fille qui a une sensibilité extraordinaire, une comédienne hors pair, franchement. J'espère que vous verrez le film parce qu'elle est inouïe. Elle joue une femme de 30 ans à 85 ans, donc franchement, elle est inouïe. Et oui, et Dieu me permet d'être extrêmement tolérant. Parce que je crois qu'il faut l'être dans notre... Et moi, quand on me dit, mais oui, mais quand même, elle parle d'apartheid, je lui dis alors, elle est musulmane, elle a raison de parler de son peuple, elle a raison de parler des gens qui vivent aussi en Palestine et qui peuvent vivre peut-être... moi, je ne parle pas des terroristes, je parle, oui, il y a des peuples, donc il faut entendre. Je ne dis pas qu'elle a raison, parce que je ne sais pas qui a raison, il faudrait être sur place, et les spécialistes eux-mêmes ne s'accordent pas, mais j'entends. En fait, ce qui est intéressant, pour votre parcours, c'est donc votre attachement à ce qui n'est pas palpable, et en même temps votre profession qui est de décrypter, décortiquer les textes de loi et de les défendre. Et donc, quand c'est peut-être cette complémentarité. Ah bah oui, c'est sûr. Comment on l'interprète. Oui, non, mais c'est sûr. Vous savez, moi, quand j'ai passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat, ma mère m'a fourgué dans la poche une photo d'un saint qui s'appelle Baba Salé, ce fameux saint que j'avais sur la photo de mon... Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec... Tu la mettras sur ta poche de veste. Je lui ai dit, maman, enfin, tu plaisantes, qu'est-ce que je vais faire avec une photo d'un saint pendant que je passe mon examen? Chérie, tu vas voir. Il va te sauver. Je lui ai dit, me sauver? Bon. Je voulais pas tergiverser, j'ai mis cette photo à l'intérieur de ma poche, là où on met les lunettes, et je l'ai laissée, je suis parti. Et puis j'arrive dans le jury, et là, composé d'un magistrat, d'un avocat et d'un professeur de droit. Et je vois le professeur de droit, et je me dis, putain, ce professeur de droit que j'avais en première année, une teigne. Je ne pouvais pas me la voir. Je me dis, oh, je tombe sur elle, c'est pas grave. Et je fais, donc on avait un truc à plaider, je plaide. Ça se passe, je pense, assez bien, c'est quelque chose que je maîtrisais. Et là, c'est la prof de droit qui prend les rênes du truc, et c'était une question juridique, et elle me dit, avec une bouche un peu qui tordait comme ça, pour que vraiment je me plante, elle me dit « Parlez-moi de l'adoption ». Je me dis « Putain, l'adoption ». Je dis quoi, l'adoption des lois, des règlements, l'adoption des enfants. Donc je lui pose la question, je lui dis « L'adoption des enfants, l'adoption des lois et des règlements, c'est vous qui savez ». Je me dis, c'est pas vrai, c'est vous qui savez. C'est-à-dire que je fais l'un, elle va me dire que c'est l'autre. Bon, mais comme elle avait dû l'écrire précisément, parce que c'est un jury de 3 personnes, tout d'un coup, j'ai une espèce de panique qui s'empare de moi. Je touche la photo. Non, mais je me dis, jamais j'aurais pensé toucher la photo d'un rabbin ou d'un saint pendant un examen. Franchement, hein, je touche comme ça la photo et je dis, oh, je vous en prie, Baba Salé dans ma tête, aidez-moi, je sais. Et là, je la regarde et je lui dis, je vais donc vous parler d'adoption des enfants. Il y a l'adoption simple, l'adoption plénière. Et là, elle me dit, vous avez de la chance. Alors, bien sûr qu'on peut interpréter, j'avais une chance sur 2 pour me planter. On peut penser que, voilà, rien n'est... Mais je suis rentré. Ma mère, elle me dit, alors, il t'a aidé? Je lui dis, comment tu sais? Non, bien sûr, dans toutes les situations, il nous aide. Voilà, donc... D'ailleurs, j'ai pas remis la photo de Baba Salé à ma fille quand elle a passé le concours de médecine. J'aurais peut-être dû le faire aussi. J'y ai pas pensé. Comment vous faites pour accepter toute forme d'injustice? Alors, on les accepte pas. On essaye de les combattre juridiquement le mieux possible. Quand on peut pas, on fait comme tout le monde aujourd'hui. Et quand on a un peu l'écoute des médias, on les combat médiatiquement parce qu'on s'aperçoit que les médias aujourd'hui deviennent le contrebalancement aujourd'hui de la justice. On le voit dans toutes les affaires de MeToo
Quand les victimes ne savent plus se faire entendre, elles font appel à la justice, parfois avec excès, parfois avec justesse. Donc on essaye de trouver une autre voie pour faire entendre notre voix. Mais moi, je peux vous dire que dans mon cabinet, je suis un combatif, je vais jusqu'au bout. Je crois absolument à tout, je crois à la réflexion, je me dis qu'il y a une solution absolument à tout. J'ai eu un dossier récemment où ma collaboratrice avait fait une très grave erreur. Ça peut arriver, hein, bon. Elle n'a pas, par exemple, elle a assigné, enfin elle a fait appel contre une mauvaise personne, une mauvaise société. Et donc le délai d'appel est expiré, on ne peut plus rien faire. Quand on arrive, c'est irrecevable. Et là, j'ai dit, il ne faut pas que je panique, je vais réfléchir. J'ai réfléchi 2 nuits. J'ai peut-être invoqué Baba Salé, hein, je ne dis pas le contraire. Et je me suis dit, mais en fait, mon client, il n'habite pas constamment en France, il habite aussi à l'étranger. Je lui ai demandé un certain nombre de documents. Et parce que celle contre qui j'avais fait appel aurait pu me dire, elle me connaissait, on était des cabinets d'avocats qui se connaissent, on avait déjà été en première instance ensemble, elle aurait pu me dire, vous êtes trompé de société, c'est pas la bonne, parce qu'ils avaient été rachetés entre-temps. Elle m'a laissé dans cette... Et je me suis dit, ça va pas lui porter chance. C'est pas bien d'agir comme ça. Moi, je l'aurais pas laissé un confrère. Je pense que j'aurais dit, écoutez, on va se battre sur le fond, mais là, vous êtes trompé de société, attention, la société a changé, voilà son vrai nom. Et elle l'avait pas fait. Et donc, j'ai régularisé un nouvel appel, parce qu'il y avait des délais quand on est à l'étranger qui sont plus longs. J'ai régularisé un nouvel appel avec mon client disant qu'il habitait à l'étranger. Évidemment, elle est venue dire c'est faux, etc. Hein, mais elle voulait le dire et elle était tellement sûre d'elle que sur cette nouvelle procédure, elle ne s'est pas manifestée, elle ne s'est pas constituée, pensant que la Cour allait faire tomber immédiatement les choses puisqu'on était hors délai. Eh bien, elle s'est trompée. Car la Cour a retenu l'affaire. Elle était hors délai à son tour, elle, pour se manifester, et j'ai gagné ce dossier. Donc, dans toute situation, dans toute injustice, il faut être confiant, il ne faut surtout pas paniquer, il faut se dire qu'il y a un moyen de contourner, il faut juste réfléchir avec sa tête et de se dire que... Et puis, quand on agit mal, j'en ai vraiment le sentiment, et c'est pas juridique ce que je vous dis, mais j'ai vraiment le sentiment que dans la vie, on agit mal. C'est pas qu'on est puni, c'est que les choses se retournent contre vous. Franchement. Merci. Bonsoir Maître, merci Bonsoir. pour cet émouvant témoignage et tout ce que vous avez transmis. Il y a une question qui me vient, Emmanuel parlait de cet amour qui vous habite et on le ressent dans l'amour de ce que vous faites, l'amour de la vie même que vous avez eue. Il y a une question qui me vient tout de suite, c'est quelque chose dont on va parler, c'est le pardon. Vous parliez de tout ce que vous avez traversé, du conflit israélo-palestinien. Pour moi, le pardon est lié automatiquement à l'amour, mais est-ce que tout est pardonnable? Et j'irai même plus loin, est-ce que tout doit être pardonné? Dans l'absolu, j'ai envie de vous répondre oui. Lorsqu'on est confronté soi-même à quelque chose qui vous a totalement heurté, qui vous a anéanti, je comprends que tout n'est pas pardonnable. Vous savez, c'est comme quand on commence ce métier, on nous dit, évidemment, on est contre la peine de mort. Quand on est généralement avocat, on est contre la peine de mort. Et puis, on se dit que si demain, on est face à celui qui a tué votre enfant, je pense qu'on serait pour la peine de mort. Donc, c'est toute la subjectivité de la situation dans laquelle on se trouve. Quand on met à distance les choses, on les voit différemment. Quand on est soi-même impliqué, c'est pour ça qu'on ne peut pas se défendre soi-même. Quand on est impliqué, on n'a pas la distance nécessaire. Et quand on l'est, ben ça vrille totalement votre appréciation. Dans l'absolu, oui, tout est pardonnable. Dans la vérité de ce qui vous arrive, non, ça ne l'est pas. Merci beaucoup. Merci. Merci pour... Vous avez une dernière question? Non? Il y a peut-être une dernière question. En tout cas, Maître Roland, je te remercie pour ta présence. Merci pour... Voilà, merci à toi surtout et merci à vous tous. Hein. Oui. Pardon d'avoir accaparé un peu le... Non, c'était le... Merci pour ton authenticité. Et je dirais tout simplement merci pour ta vie. Ta belle vie qui se poursuit. Et merci pour ton beau témoignage. Merci. Vraiment. Bah, écoutez, oui, je crois que
J'attends avec impatience ce que j'ai vu du film du premier. Je pense que la Gaumont veut le sortir comme un film de Noël, parce que c'est un film plein d'espoir. C'est un film où vous allez voir le maire totalement loufoque, inspirante et dingue, vraiment dingue, mais dingue d'amour pour ses enfants, dingue d'amour pour les autres. Et je suis content, elle méritait. Enfin, moi, quand on m'a dit, quand la Gaumont m'a appelé en me disant « J'ai lu votre livre et votre mère est une héroïne de cinéma », j'ai toujours pensé à tout, mais pas à que ce soit une héroïne de cinéma. Et j'étais tellement content pour elle. Et je pense que c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ce film s'est fait dans une vitesse absolue, en réunissant tous les fonds, 15 millions d'euros, qui ont pu être amassés. Amazon a acheté immédiatement et rentré dans la production. Et pour que le film soit au cinéma dans un premier temps et pas sur Amazon, il le viendra après. Donc tout s'est déroulé. Enfin, la présidente Sidonie Dumas m'a dit « Je n'ai jamais vu un film qui s'est fait dans telles conditions. Je suis obligée de croire en votre mère. » Parce que c'est pas possible. Et on rigole aujourd'hui. Il parle à la Gaumont. Léla Becti m'a dit, moi j'ai fait plein de films avec eux, c'est la première fois qu'ils lèvent leur verre pour Baba Salé, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc c'est vrai que c'est dingue ce qui s'est passé. Et je suis content que ce film, qui verra le jour dans quelques mois, en décembre 2023, j'espère vraiment que le film aura du succès, parce que je suis à deux doigts de leur faire un virement, mais je ne sais pas comment, parce que je me dis, il faut vraiment que le film marche. Ils y ont mis vraiment tout leur cœur. C'est Ken Scott, celui qui a fait, je ne sais pas, pour les plus jeunes, je pense que ce nom vous parlera. C'est lui qui a fait Starbuck, qui a écrit et réalisé Starbuck, l'histoire de ce type qui s'est retrouvé papa de 500 enfants, The Canadien. Le film avait eu un succès phénoménal et mondial. Il a été adapté dans tous les pays. Spielberg a acheté les droits, et d'ailleurs ce même réalisateur a fait le scénario pour Spielberg. Et c'est lui qui est tombé en amour de ce livre, de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, et qui a décidé de le porter à l'écran et d'être le réalisateur et le scénariste. Donc il y a apporté toute sa verve naïve de ce Canadien du froid qui a lui-même papa de 3 filles. Ça a été extrêmement touchant. Sylvie Vartan joue son propre rôle. Ça a été compliqué de la faire accepter, de lui faire accepter de jouer son rôle, parce qu'elle me dit, je ne vais pas rentrer au cinéma pour jouer mon propre rôle, c'est un peu con. Je lui ai dit, bah oui, mais là, on ne peut pas le faire sans toi. C'est ce que m'avait dit la Gaumont, au moins à la fin, quand Jonathan Cohen fait la rencontre de Sylvie Vartan, enfin, qu'elle lui demande de devenir son avocat. Il fallait que ce soit elle, aujourd'hui, qui joue son rôle. Et elle s'est beaucoup amusée avec Léla Becti et Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, pour la petite histoire, et j'en aurais terminé, Jonathan Cohen, quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit, moi j'ai ta mère, elle s'appelle Esther, ma mère, j'ai la même à la maison. Et je lui ai dit, ah bon? Quand j'ai sorti le 2e livre, j'ai fait une signature à la librairie Lamartine. Je suis arrivé un quart d'heure avant. Il y avait déjà beaucoup de monde, comme le livre a eu beaucoup de succès. Les gens voulaient vraiment le 2e tome, donc il y avait beaucoup de monde. Et dans la file d'attente de gens qui attendaient, je vois une femme blonde avec un rouge à lèvres carmin, comme ça, très fort, et avec un manteau en imitation léopard. Et je me dis, c'est pas possible, ma mère a envoyé sa meilleure amie là, c'est pas possible, c'est la même. Et bon, je ne dis rien, simplement en passant, je lui dis, madame, vous avez un très joli manteau. Et je me dis, elle doit me prendre pour un fou, je sais pas pourquoi je parle de son manteau, mais c'est pas grave. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est un signe de ma mère. Bon, voilà, je vois les